il est temps maintenant de passer à un autre de nos conférences. Dr. Sylvia Algrado, un économiste et coprésident qui traite des dynamiques sur les salaires à l'Université de Berkeley en Californie et travaille à l'Institut de recherche pour l'emploi et la main-d'œuvre. Dr. Algrado a reçu son doctorat de l'Université Boulder au Colorado et a travaillé pendant 7 ans sur les politiques économiques au Policy Institute of Economics à Washington, D.C., où, à l'heure actuelle, elle est associée de recherche. Les co-auteurs de plusieurs publications et l'auteur la plus récente de l'État du travail et donc la richesse aux États-Unis dans les années 2000. Accueillons le Dr. Sylvia Algrado. Wow, moi je veux faire partie d'un syndicat en tout cas. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Ça a été si extraordinaire. J'aime ça être ici puis vous regarder faire vos affaires. C'est formidable. C'est formidable d'être ici au Canada, je dois dire. Je suis un peu gênée de dire que c'est ma première fois au Canada. Eh oui, c'est un peu gênant. Ouais, une Américaine typique. J'ai une très bonne excuse, je pense. Même si je viens du nord-ouest, de la Pennsylvanie, zone rurale, un petit village de 5000 personnes. Ce n'est qu'à 125 000 directement au sud de Buffalo. J'étais vraiment proche toute ma vie. Mais évidemment, il a fallu que je vienne de la Californie cette fois-ci. Bon, je me suis jamais rendue jusqu'à aujourd'hui. Mais la raison, c'est que nous étions 5 enfants. Mon père gagnait relativement correctement sa croûte. Donc, c'était un peintre avec un salaire minimum, mais il est membre fier du International Painters and Allied Trades. Alors, on est très syndicaliste. Ma mère a passé 25 ans dans les usines et dans les factories. Vous connaissez peut-être cette zone aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'industries. Les métaux poudrés et d'autres types d'usines. Même ma grand-mère a passé plus de 3 décennies en tant que membre fier de syndical dans une usine à charbon dans la Pennsylvanie. Alors vraiment, je suis très fière d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci de m'avoir aidé à me rendre ici. Bon, j'appelle ça en anglais un wrecking ball. Est-ce que ça vous dit quelque chose, là, ce terme wrecking ball? On va en parler un petit peu plus. Mais c'est le nom de l'album, le dernier album de Bruce Springsteen. Je suis vraiment partisane. Il a écrit en réaction, en partie, à la grande récession et tout ce qui se passe avec l'économie américaine. Et il a appelé ça « The Wrecking Ball ». On pourrait dire le boulet de démolition. Alors, lui a passé proche de 40 ans à formuler des commentaires à travers sa musique, ses paroles, pour exprimer ce qui se passe exactement aux États-Unis. Cette idée du rêve américain qui est tissée à même notre code génétique américain. Et lui a décidé de formuler des commentaires sur la vérité, la véracité, si on veut, de cette idée, de cet idéal, cette idée de l'américautocratie, le rêve américain. Est-ce que tout le monde a vraiment les mêmes possibilités aux États-Unis, une seule classe, peu importe d'où vous venez, quelles sont vos racines, si vous travaillez fort, si vous êtes persévérant, vous y arriverez, vous aurez accès à ce rêve américain aux États-Unis. Il conteste un peu cela. Alors voici l'idée à partir de laquelle je travaille. On va regarder les tendances sur le court terme, sur le plus long terme, et on va regarder un peu ce qui s'est passé depuis la grande récession. Alors, en tant qu'économiste, j'espère que vous êtes prêts à étudier des équations de régression, des équations sur les salaires, de la modélisation, sur les différents équilibres. Vous avez porté vos chapeaux de réflexion là ce matin? Non, c'est des blagues, je plaisante. Mais ce que je veux vous dire, c'est commençons ici. Voici ce qui, je pense, se passe au Canada. Nous avons un système qui est complètement cassé aux États-Unis. Mais regardez, ici, il y a des syndicats, des corporations, des sociétés, et l'économie qui fait son petit bonhomme de chemin. Et le gouvernement, on l'espère, fournit l'huile pour graisser les rouages de cette grosse machine. Donc, tout le monde joue, on va le passer selon les règles, la réglementation. Tout le monde fait avancer le pays ensemble vers l'avant. Et qu'au bout du compte,
nous tous, en tout cas la majorité, en tant que peuple, nous avançons de façon unie. Je pense que c'est un peu ce que je remets en question aujourd'hui, en fait, parce que les temps changent, effectivement, et ont changé il y a de cela très longtemps aux États-Unis. Et une partie de mon discours se concentrera justement sur ce qui s'est passé au fil des derniers 30-40 ans, précisément. Et pour vous assurer de ne pas avoir à raconter la même histoire d'ici 30 ou 40 ans ici, au sein de votre propre pays. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec certaines de ces statistiques aux États-Unis. Lorsque je fais des présentations comme celle-ci aux États-Unis, la plupart des gens n'ont aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Peut-être que c'est votre cas. Voici un autre auteur-compositeur extraordinaire, Lucinda Williams. Bon, mais ce qui se passe, c'est vraiment très important parce que nous avions ce système bien graissé aux États-Unis qui a fonctionné pendant pas mal de temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, société formidable, le gouvernement s'assurait que les syndicats aient des droits, des règlements, que les travailleurs soient protégés, que l'on fasse passer des lois qui rendent les choses plus faciles pour avancer aux États-Unis et que les gens qui respectaient les règles avaient leur code-part. C'est un peu ce que l'on voit là. Regardez, les lignes presque parallèles, presque la même. La productivité. En tant qu'économiste, c'est l'augmentation de la productivité qui nous obtiennent les gains dans notre mode de vie, style de vie. Et on sait que le style de vie s'est amélioré dans les 40, 50, 60. Ça, on le sait. Pensez-y, croissance de l'économie, la tarte économique s'accroît, les travailleurs peuvent produire plus rapidement. Eh bien, est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin des années 70? En tout cas, ça veut dire que les entreprises, les sociétés allaient mieux, tout le monde allait mieux. Et les travailleurs, évidemment, y goûtaient également. En profitaient également. Ça allait mieux pour tout le monde. Et les syndicats étaient là pour s'assurer que c'était effectivement le cas. Et de mèche avec le gouvernement jusqu'à un certain point. Mais là, semblerait-il, en fait, c'est exactement ce qui a eu lieu, il y a un terme technique, tout est parti en débandade, là. Ça a été la débandade dans les années 80-90. On a bien vu qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'était l'anarchie. Dans les années 60-70, l'économie aux États-Unis a doublé. Ça fait pas mal de revenus, là. Alors, c'est important d'y penser quand vous regardez les présentations, les clichés. La toile de fond, c'est qu'on est le pays le plus riche du monde. Et on ne le saurait jamais suite à ces dérapages. Donc, expansion de l'économie, productivité qui pète tous les plafonds, donc les plus producteurs du monde, mais les salaires et la rémunération et tout ce qui est avantages sociaux, soins de santé, tout ça, protection santé, parce qu'évidemment, on n'a pas ça, pas facile d'obtenir des soins de santé aux États-Unis, surtout à cette époque. Donc, les salaires et les avantages sociaux ont stagné. Voilà. Alors, où va ce revenu supplémentaire? Et je pense que vous connaissez la réponse. Eh bien, ça va vers le haut, se déplace de plus en plus et de plus en plus rapidement vers ceux qui sont en haut de l'échelle du totem. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur Wall Street il y a quelques ans maintenant, 2 ans. Et puis, bon, ça, c'est très intéressant. J'en parle depuis mes débuts en tant qu'économiste. Bon, les gens se posent des questions, ouais, ils contestent un peu la situation. Mais voici ce qui a été mis en exergue. C'est que sur 3 décennies, les avantages sociaux sont dirigés de façon disproportionnelle vers le 1 % du haut, la crème de la crème, 3 fois par rapport à ce que les autres reçoivent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une croissance de l'économie, il y a beaucoup plus de revenus, mais qui se dirigent vers le haut. Pas surprenant, donc. Et j'aimerais dire quelque chose en passant. Ces données, maintenant, sont quelque peu anciennes, parce qu'il y a toujours une espèce de décalage. Mais les données les plus récentes nous indiquent que depuis la reprise des taux post-récession, bon, après 2009, on s'en est sorti. Bon, une croissance très, très ordinaire, là, rien d'extraordinaire, mais quand même, il y a une croissance. Mais qu'on s'en sort pire en sortant de la grande récession que lorsqu'on est entré dans la récession. Ça, c'est très bouleversant. Imaginez, 121 % des gains récents de l'économie se sont dirigés vers le 1 % du haut. Donc, ils ont tout pris et encore. Ils ont englouti tout ça et plus encore. Donc, c'est pas très prometteur pour l'avenir. Donc, il n'y a pas de surprise
on n'est pas étonné. Ce déclin dans les revenus de la classe moyenne est tout à fait logique avec le déclin de la syndicalisation. Dans les années 60, il y avait un travailleur sur trois qui était syndiqué. Ensuite, ça commence à tomber dans les... regardez vert, regardez membres de syndicats sur le tableau et qui tombe, qui chute, qui ne fait que chuter. Et la part de revenus de la classe moyenne. Alors, cette part rétrécit, rétrécit et rétrécit. Il faut en avoir de moins en moins. Alors, quel est le portrait aujourd'hui? Je sais que il y a eu la présentation de Dr. Foote déjà, mais bon, alors le partage de ce qui se passe avec la syndicalisation. Regardez le secteur public aussi, 35 pour un taux de syndication, une représentation aux États-Unis d'environ 12,5 et qui ne fait que tomber. Il n'y a rien qui va mettre fin à cette chute aux États-Unis à l'heure où on se parle. En fait, les taux de post-récession, là, c'est que ça qu'on voit. Pas juste avec le revenu, mais avec la politique. Et je sais qu'il y a cette question de la loi sur le droit au travail là, qui frappe à vos portes. Vous l'entendez, ça s'en vient. Il y en a 20 États qui étaient pour et les autres non. C'est resté comme ça pendant des décennies. Mais depuis la grande récession, il y a eu 2 États, le Michigan et l'Indiana, où l'emprise était très forte et qui maintenant font partie des États droit au travail. Ce ne sont là que des mauvaises nouvelles pour les travailleurs. Et là, je parle en tant que la fille là, de famille de classe moyenne et puis je suis habituée et moi, ça me rend encore plus pro-syndical parce que je sais qu'aux États-Unis, les travailleurs ne reçoivent rien de juste, ne sont pas protégés. Je ne vois pas que la situation change pour le mieux dans leur avenir. Il y a également des problèmes avec le droit au travail dans les États comme le Wisconsin. Vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé dans le Wisconsin. C'était malade, vraiment. Et une des choses qui est arrivée, qui était peut-être surprenante ou peut-être pas tant que ça finalement, c'est que les forces sur place, surtout les gouvernements, ont commencé à frapper les travailleurs du secteur public contre les autres. Ils se sont positionnés les uns contre les autres. Ils ont dit, ben moi, je l'ai pas. Pourquoi tu aurais ça, le soin de santé? Moi, j'ai pas de retraite, toi non plus. Et c'est avec leur impôt qu'ils payent ça. Donc, eux pensent lutter pour voilà, les choses justes dans la vie contre ces autres travailleurs. Et moi, je me dis, mais pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi n'adoptez-vous pas plutôt une autre philosophie? Pourquoi ne vous dites pas pourquoi avez-vous un bon système de couverture de santé et un régime de retraite? Et pourquoi ou comment obtenir ça? J'ai besoin d'un syndicat. Voilà, j'ai besoin d'une voix collective pour m'assurer d'avoir ma quote-part, ce qui me revient. Mais malheureusement, cette cause est perdue auprès de bien des Américains parce que nous avons une tendance très anti-syndicale et un sentiment anti-syndical très, très fort que j'espère que nous allons pouvoir changer. Nous travaillons très fort dans ce sens. Mais je ne suis pas, je dois vous le dire, trop optimiste. J'ai pas tant espoir. Parce que j'ai pensé au pire au moment de la récession. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est ça qu'on avait besoin. Comme quelqu'un qui est cold turkey là, pour son sevrage de drogue et puis que ça allait mieux. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé, malheureusement. Mais on a cette idée que ces classes supérieures veulent qu'on continue à croire en ce rêve américain. Ça devient de plus en plus de l'ordre du folklore, à mon sentiment à moi. Alors, quelle est la part de vérité dans tout ça? Je vais vous faire montre de bonnes analyses économiques travaillées par d'autres. Voici l'évolution des familles dans le temps, parce qu'on veut croire que la classe n'a pas d'importance aux États-Unis. Peu importe où vous commencez, vous pouvez faire n'importe quoi. Quiconque peut devenir riche. Est-ce que les nouvelles données nous montrent que c'est simplement pas vrai? Où on débute davantage un prédicteur de là où vous allez vous retrouver que ça n'a jamais été le cas. Donc, voilà, regardez un peu. Ici, il y a une série de personnes dans le 20 percentile ou moins, donc des gens plutôt pauvres, disons-le. Et puis, il y a un suivi de ces familles dans le temps. Ensuite, on se pose la question, mais où se sont-ils retrouvés, disons, 10 ans plus tard? Et ce que ceci vous montre, que ceux qui ont commencé au bas, ces lignes jaunes, ces colonnes jaunes, c'est que presque tous sont restés au bas de l'échelle. Vous commencez en bas, vous restez en bas. Ça, c'est la mobilité. Ça serait vous rendre
en haut. Il n'y a pas grand monde qui sera en haut. Maintenant, si on se penche dans le temps sur ces gens qui ont commencé en haut pour essayer de voir où ils se sont retrouvés, c'est pas mal la même situation. Vous commencez en haut, vous restez en haut. On n'a pas le taux de mobilité économique auquel on aimerait croire. Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas ça, c'est que les gens qui racontent des histoires sont ceux qui sont sur une échelle économique qui ressemble à celle-ci. J'allais, ça y est, je me lance en affaires. Même ces gens qui sont nés relativement riches se donnent tant de mérite. Ah ouais, des grands créateurs d'emplois. Ils construisent leurs propres routes et ponts. Non, ils ne pensent jamais qu'ils dépendent du gouvernement, de l'infrastructure, des investissements publics pour que leurs affaires fonctionnent, pour qu'eux puissent faire ce qu'ils veulent et aller aux bonnes écoles. Ça fait partie du problème. Beaucoup d'Américains pensent que leur échelle ressemble à celle-ci, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il est très difficile d'aller au-delà de cette notion de classe. Les prospects ont rarement été plus positifs que ça n'a jamais été le cas pour les riches et la classe favorisée. On parle du marché du travail, mais il y a quand même cette question de crise de l'emploi, taux de chômage très, très élevé. Beaucoup de personnes, 10 millions, ont disparu de la main-d'œuvre. Et ce qui fait que notre taux de chômage déjà très élevé est artificiellement maintenu bas. Et qu'est-il arrivé au Dow? Le Dow approche du 15 000. 15 000? Ça, c'est la honte, vraiment. Cette semaine, vous avez peut-être entendu dire que Ben Bernanke a décidé que peut-être qu'il va commencer à ralentir la question de l'apaisement quantitatif. Et ça, c'est tout l'argent que ces grands ont eu depuis le fameux sauvetage, le plan de sauvetage, et que tout va vraiment bien. Ce qu'ils ont entendu parler, là, et entendu dire que Bernanke allait rapatrier l'argent gratuit. Ils ont fait une petite crise de nerfs et ils ont fait pomper les marchés. Ensuite, il y a eu un changement radical de 304 mois. C'est complètement artificiel parce qu'ils veulent leurs petits goodies, leurs primes, comme des enfants gâtés pourris qu'ils sont. Ensuite, le lendemain, le rapport du produit national brut avait grimpé de quoi? 2,5 %. C'est correct, c'est décent, c'est pas génial, mais au moins le taux de chômage n'allait pas grimper. Donc, on allait maintenir les postes où ils devaient être. Donc, c'était le rapport du PIB. Bon, le lendemain, c'était de 1,8 %, semblerait-il. Alors là, on est passé à correct à pas mal nul. Et les marchés ont grimpé parce que c'est pour vous prouver que l'écart entre Wall Street et l'Américain moyen, l'écart est énorme. Et ils se fichent du reste de l'Amérique. Leur geste, c'est pas mon opinion là, dont je vous fais part. Ils s'en fichent. Peu importe si le reste de l'économie périclite. En autant que leur marché grimpe, ils se fichent de ce qui se passe avec la réalité. Même s'il s'agit d'une bulle à cause de cet argent gratos sur lequel ils mettent la main depuis des années. Ils se fichent du reste de l'économie. Et voilà pourquoi ils doivent faire l'objet de grandes réglementations et ne le sont toujours pas, même alors qu'ils ont massacré l'économie américaine et celle de la moitié du monde avec. Alors, on parle de mobilité. Aux États-Unis, on se dit, OK, prenons un pied de recul. Bon, on peut toujours être éduqué. Mais ça aussi, ça va être démantelé. Parce que la motivation s'est jointe à la possibilité durant la récession. On ne veut plus investir quoi que ce soit parce que maintenant, entre guillemets, on ne peut plus se le permettre. Mais je dis toujours ça en disant qu'on est toujours les plus riches, le plus riche du monde. Et on va continuer à l'être. Et avec tous ces plans de sauvetage et tout l'argent qu'on a dépassé sur les riches, il nous reste plus d'argent pour les pauvres, pour les jeunes, pour les vieux, pour les gens qui veulent aller dans de bonnes écoles. Alors ça, c'est quand même assez fascinant. Quel gaspillage de talent. Et si on regarde un peu tout ce qui se passe et tout ce que l'on dit qui est basé sur les mérites aux États-Unis, regardez, suivons un peu ce que font les enfants qui ont pris un test de mathématiques de 8e année. Alors, on sait que ces enfants, tous ces enfants, ont eu des notes très piètres. Ensuite, on les a suivis dans leur vie adulte et ils ont vu à quelle vitesse ils ont obtenu leur bac. Eh bien, regardez, des enfants pauvres,
avec des revenus moyens ici, et les jaunes, ce sont les riches. Mais tous ont de toute façon eu de mauvaises notes. Mais les riches étaient quand même, pour les riches, c'était quand même plus probable d'obtenir un diplôme. Encore une fois, ça revient à ce que je vous disais plus tôt. Tout ceci existe dans les 3 niveaux de cote. Regardez les 3 groupes d'enfants et ensuite ceux qui ont eu des bonnes notes. Mais regardez la leçon, là, qu'il faut retenir. J'aime pas le dire comme ça, mais c'est la seule façon de dire la vérité. Vous avez ces enfants imbéciles riches et qui obtiennent leur diplôme au même taux que les très intelligents plus pauvres. Il y a beaucoup de talents dont on ne se préoccupe pas, surtout si vous considérez que plus d'un enfant sur 5 aux États-Unis habite dans la pauvreté. Ça fait beaucoup d'enfants qui n'atteindront jamais leur plein potentiel aux États-Unis. Jamais. Et au lieu de nous tirer vers le haut avec leur talent, beaucoup deviendront des fardeaux parce qu'ils vivront dans la pauvreté probablement pour le reste de leur vie. Encore une fois, il s'agit d'un exemple de ce dont on parle quand on parle de la classe, de la méritocratie et de la mobilité. Évidemment, les Américains détestent cette prochaine page, je vous le dis, et en grande partie, c'est à cause ou grâce à vie. Lorsqu'on parle de mobilité, les États-Unis en ont bien moins que ce qu'on aime à penser. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cette étude, plus la barre est longue, moins il y a de la mobilité, plus la barre est courte, plus il y a de la mobilité. Et regardez le Canada. Vous avez bien plus de mobilité que nous. Une partie de la raison est que notre échelle économique, si vous voulez, ou nos échelles, sont fondamentalement différentes. Nos échelles économiques, eh bien, il y a bien des gens qui s'accrochent pour ne pas tomber du bas, et il y en a plusieurs qui glissent à travers les échelons qui étaient en haut, mais qui baissent, et ils s'accrochent, ils s'agrippent, mais les filets de sécurité n'y sont pas. Ensuite, aux échelons supérieurs, on ne peut même pas les atteindre. Il y a tellement d'espace entre cet endroit-là et tous les autres. Et les échelons doivent exister encore plus en hauteur et en hauteur sur cette échelle économique pour s'assurer que la poignée de personnes très, très riches et leurs échelons à un niveau vraiment beaucoup supérieur. Je me penchais sur certaines de ces données et on a cette idée que nous, les Américains, on est les premiers, on est numéro 1. Et puis, ils sont plutôt complètement étonnés lorsque je leur dis que des pays développés aux États-Unis, les espérances de vie sont parmi les plus bas du monde développé, des pays développés. Imaginez les taux de mortalité des plus élevés et les taux de pauvreté infantile les plus élevés. Mais on est tellement nombreux à ne pas l'accepter. Et j'ai également glané ceci, que je trouvais quand même assez révélateur. Regardez la quantité de revenu national contrôlé par le 1 le plus élevé. Aux États-Unis, c'est le 20 Là encore, je n'ai pas les données les plus récentes, mais quand même, les États-Unis ont adopté cette réalité des choses. Bon, avant le Canada, avec le Royaume-Uni, le thatcherisme, il y a eu des résultats semblables. Mais j'étais surprise quand même de voir le Canada. Les données les plus récentes pour le Canada, traîne de la patte un peu, 2007, je n'arrivais pas à trouver ce qu'il y avait de plus récent. Donc, je ne sais plus si ça, c'est encore la réalité, si ça commence à niveler ou si ça va plutôt commencer à augmenter. Mais je me suis dit que ça pouvait être un signe perturbateur puisque vous vivez beaucoup des mêmes pressions que nous vivons nous-mêmes. Alors, j'ai parlé de ce système bien huilé, système de vérification et qui devrait avoir lieu et que moi, je vous dis, n'existe plus et qui est complètement cassé. C'est complètement n'importe quoi aux États-Unis. Qu'avons-nous aux États-Unis? Ce que nous avons aux États-Unis, c'est ce cycle vicieux selon lequel les riches font des pots de vin aux politiciens et obtiennent des politiques qu'ils veulent, achètent un accès politique en finançant les candidats qu'ils veulent voir. Il y avait un individu, une personne très, très riche, Sheldon Adelson, grand multimillionnaire, milliardaire, qui a financé Newt Gingrich dans la course présidentielle en lui donnant des chèques. Vous imaginez, c'est vraiment incroyable. Donc,
les riches ont accès politique avec le financement direct des campagnes, les démocrates et les républicains, et grâce au lobbying. Oui, grâce au lobbying. Le lobbying, à mes yeux, c'est incroyable que le sentiment anti-syndicaliste et le regard terrible qu'il pose sur eux, on n'entend pas la Citibank faire du lobbying. Et vous n'entendez pas non plus les Morgan Stanley de ce monde faire du lobbying. Vous entendez quoi? Du lobby financier. C'est quoi? C'est quoi le lobbying financier? C'est une gang de compagnies financières et de banques qui rassemblent leurs sous, envoient leurs représentants à Washington, D.C., pour faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent pour obtenir les politiques qu'ils cherchent à avoir. C'est pas un genre de syndicat, mais qu'on n'appelle pas un syndicat, finalement, à toute fin pratique? Bon, mais je suis pas sûre pourquoi eux, ça passe. Alors, l'accès politique donne lieu aux politiques qui desserrent les riches et qui s'enrichissent, et on se retrouve dans ce cercle vicieux de ce que j'appelle de plutocratie et non pas une démocratie. On est gouverné pour et par le 1 %. Et à toute fin pratique, on a des leviers de gouvernement aux États-Unis qui sont tirés par les très, très riches. Et la limite qui existe entre le gouvernement et les très, très riches est vraiment très floue maintenant. S'il en reste une, même, une limite entre les deux. Tout ceci fait partie de cette idéologie de marché libre qui également est devenue « nous sommes Américains, on est les premiers, on est les meilleurs ». Tout le monde parle de marché libre et qui vient de la toute-puissance. Mais il n'y en a pas de marché libre. Le marché libre, c'est ce qu'on en fait. Nous sommes le gouvernement, on est censé être des représentants gouvernementaux qui établissent les règles et les règlements selon lesquels nos systèmes de marché, qui, soit dit en passant, sont un marché mixte. On a des idéologies de marché libre et on a autre chose. La plupart pensent que les prestations pour les chômeurs devraient être données aux chômeurs. Mais le marché libre devrait dire « Ah, t'as perdu ton poste, fais ce que t'as à faire, tant pis pour toi. » Alors, on a ce système et les Américains ne veulent même pas croire en ce système. Alors, pour réellement comprendre ce qui se passe aux États-Unis, il faut lire Ayn Rand. Elle est arrivée chez nous et les gens en parlent encore. La droite l'adore. Cette idée est que les classes plus basses sont des parasites, des parias, et le marché libre devrait régner au-dessus de tous et de toutes. Là, on parle de taux d'imposition marginaux. Le dernier dollar que fabriquent les plus riches, c'est ça qui paye. Est-ce que ça, c'est quoi? Ça découle du marché libre? Non, je ne crois pas. On parle d'une série de personnes riches qui fabriquent les règles pour eux et pensent encore qu'ils devraient payer moins d'impôts. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Autre chose très intéressante par rapport à ce tableau, c'est que voici les coupures de taxes de Bush. C'est à ça que ça ressemblait. On parle de quoi? On avait tout ce débat, ce discours, est-ce que le taux marginal devrait être de 35 ou 39 35 ou 39. Ils aiment ça que le débat soit resté dans cette petite tranche. Mais pourquoi ne pas parler de 50 ou de 60 ou de 70 mon Dieu, peut-être 80 90 Non, non, ça, on n'en a jamais parlé aux États-Unis. Alors, maintenant, on parle de 44 mais encore, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, les riches font l'argent avec les gains à capitaux. On parle de 15 Voilà pourquoi quelqu'un qui est très, très riche comme Mitt Romney et Warren Buffett qui a payé un taux réel en bas de 14 en termes d'impôts, alors que la plupart de la classe moyenne paye des taux beaucoup plus élevés que des multibillionnaires, imaginez. Alors, encore une fois, c'est un peu plus de la même chose. Alors, on parle de revenus à la richesse, parce que des gains en capitaux, c'est la richesse. C'est des gains qu'ils font sur leur placement. Et voici ce qui se passe depuis l'implosion du marché du logement pour les Américains moyens qui avaient le plus gros de leur richesse dans leur maison et qui ont perdu leur maison. Ceci sur une période de 30 ans. Et ce que nous constatons, c'est que la richesse de ces ménages inférieurs représente en fait moins aujourd'hui qu'en 1983. Et ça, c'est en termes réels, si on tient compte du changement des prix. Alors, la richesse est moins grande aujourd'hui, 3 décennies plus tard. C'est incroyable. Alors, c'est
lignes rouges sont le top 5 Alors, lorsque vous pensez à une tarte de richesse qui a augmenté depuis les années 80, 75 de ces gains sont allés au top 5 au 5 supérieur. Alors, encore une fois, on n'a pas ce que l'on dirait, donc, une marée montante qui fait lever tous les bateaux. Non. Maintenant, nous avons des gens qui deviennent très, très riches aux dépens de tous les autres au pays. Et voilà pourquoi l'échelle économique, pour la plupart des gens au pays, ressemble à ceci, comparativement à la première échelle que je vous avais montrée. La richesse diminue, les salaires sont stagnants. Ça, c'est au mieux. Est-ce que vous savez que pour les hommes, les travailleurs, ceux qui sont au milieu jusqu'au bas de l'échelle, là, on ne parle pas simplement de ceux qui sont bas salariés, mais ils font moins tout cela qu'il y a 30 ans. Parce que le fardeau fiscal, maintenant, est vraiment sur le dos des travailleurs. Les grandes entreprises, les corporations ne paient pas d'impôts. Regardez ExxonMobil, trimestre après trimestre, font des milliards de profits. Ils ne paient aucun impôt au gouvernement fédéral. Et ça étrangle nos systèmes et les institutions publiques. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pourquoi je dis plusieurs années. En fait, voilà 5 ans et demi depuis l'implosion. Et officiellement, là, le mois dernier, au mois de juin, on parlait de 4 années de reprise économique, de relance économique. Alors maintenant, je vais vous montrer vraiment à quel point les choses sont difficiles. Là, ici, on voit la récession de 1981. C'est probablement une des récessions les plus importantes que l'on a jamais connues. Alors, ce tableau vous montre qu'au début de la récession à point zéro, parce qu'il y a un début du moment de la récession, et comme on peut s'y attendre, il y a des pertes d'emploi. Donc, il y a des pertes d'emploi, on arrive au creux, n'est-ce pas, au niveau le plus bas. L'étoile, c'est la fin officielle de la récession. Et ensuite, on voit un gain, une augmentation des emplois. Et à un moment donné, par exemple, au moment de la récession de 1981, 26 mois plus tard, on avait regagné les emplois perdus et ensuite, on poursuit avec la reprise, la récupération d'emplois. Alors, voilà à quoi ressemblait la récession. Ensuite, il y a eu la récession de 1991 et peut-être que vous avez entendu parler là de ces récessions sans emploi. Les récessions prenaient fin, mais ça prenait énormément de temps avant de regagner les emplois perdus. Beaucoup, beaucoup de temps avant de les récupérer. Lors de la récession de 2001, encore une fois, récession brève, seulement 8 mois, pas très importante, pas très profonde. On n'a perdu que 1,9 de tous les emplois. Et ça a pris un temps interminable à regagner les emplois. Parce que, vous savez, le premier mandat, c'est de stabiliser les prix là, de la Fed américaine. Le deuxième mandat de la Fed, de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est de conserver les emplois. C'est vraiment une blague, là, ce qu'ils disent. Alors là, regardez, la grande récession. Si vous ne pensez pas que c'était une grande récession qu'on vient de connaître, elle était très grande. On a perdu près de 6 de tous les emplois dans le secteur privé, près de 9 1 sur 10 des emplois dans le secteur privé a disparu aux États-Unis. Alors ici, vous avez le creux. On n'avait jamais connu quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça devrait faire les premières pages de tous les médias, même aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça, c'est où nous en sommes aujourd'hui. On n'a toujours pas regagné les emplois qu'on avait perdus. On est encore à environ 2,5 millions d'emplois de moins qu'au début du mois de décembre de 2007. Durant cette période de 5 ans et demi, toutes ces personnes sont arrivées dans le marché du travail, les nouveaux diplômés, collégiaux, etc. Alors, si vous calculez ces personnes, ça représente 10 millions d'emplois de moins aux États-Unis. On est très loin de l'emploi complet ou un taux de chômage qui serait en dessous de 5 disons. Surtout si, par exemple, lorsque les choses s'améliorent, ces 10 millions qui disparaissent, on en a qui entrent dans le marché du travail. Mais personne n'en parle. Et c'est à peu près ce stade-ci. Oh, en passant, vous savez, la petite
Le soubresaut ici, ça, c'est le recensement. C'est lorsque nous avons procédé au recensement de 2010. Alors, c'est un fait que le gouvernement peut créer des emplois et devrait créer des emplois. Et moi, à cette période-là, je disais toujours, on devrait poursuivre ce recensement et refaire des recensements parce qu'on aurait adoré continuer d'avoir la même trajectoire plutôt que celle sur laquelle nous nous trouvons, mais plutôt au creux du ralentissement, au sommet de la crise. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes tournés vers l'austérité parce que les marchés, eux, ont remonté, ils ont eu leur argent gratuitement, ils ne se sont pas préoccupés du reste. On s'est tourné vers l'austérité. Alors, Wall Street, ça va bien. Pour le reste, on s'en fout. Et 5 ans plus tard, regardez, on se débat toujours. Et les salaires commence à chuter encore plus rapidement, et pas seulement pour les bas salariés. Vous savez, le salaire des nouveaux diplômés collégiaux n'a pas grimpé depuis 10 ans. Encore une fois, vous savez, ce n'est pas simplement l'histoire de l'éducation, mais là où les riches deviennent plus riches aux dépens de nous tous. Donc, moi, je vous dis que les temps changent et j'espère que vous ne reverrez plus jamais des tableaux comme ceux-ci au Canada. Moi, je vous dirais que l'économie et les sociétés ne travaillent pas, ne fonctionnent pas sans les syndicats, sans le rôle des syndicats. Sans le rôle des syndicats, le monde est un endroit de désespoir pour les travailleurs. Il n'y a aucun doute. Alors moi, je vous dis, luttez pour tout ce qui vous importe, pour tout ce qui est important et forgez la voie à venir. Cette voie que vous envisagez, que vous voyez pour le Canada, parce que le rêve américain, lui, semble encore vivant pour certains d'entre vous, sûrement ici au Canada.